Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux malgré l'heure matinale et le deuxième jour du congrès. Mais nous sommes très heureux de vous accueillir pour le symposium de la Fédération Addiction qui va parler de nos champs de recouvrement entre addiction, rétablissement et réhabilitation psychosociale. Et vous allez voir, si vous n'êtes pas déjà convaincu, à quel point nos actions sont synergiques et gagneraient à l'être et le seront de toute façon pour l'avenir. Et donc je vais vous présenter nos différents orateurs. Donc Monsieur Perron debout, addictologue, qui va introduire notre session pour parler de l'éthique du rétablissement en addictologie, donc qui a fait ce travail de réflexion justement sur le croisement des champs de la psychiatrie et de l'addictologie. Jean-Michel Delille, qui est le président de la Fédération Addiction, qui va intervenir sur les travaux que nous avions pu conduire de façon conjointe, enfin avec la participation de Santé Mentale France, parce que c'est la Fédération Addiction qui a conduit tout ce travail justement sur les interactions entre psychiatrie et addictologie, avec un projet qui se poursuit pour la suite. Et Madame Chiron, qui va vous illustrer, je dirais, nos propos avec une approche spécifique de thérapie cognitivo-comportementale destinée aux patients souffrant d'addictologie et de troubles émotionnels. Et voilà, donc un programme riche, varié. Et donc j'espère que vous resterez jusqu'au bout. Voilà. Sans plus attendre, je passe la parole à Éric Perron, en espérant qu'il a un micro qui marche. 1, 2, 3, ça a l'air de marcher. Parfait. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Voilà. Alors tout d'abord, je voudrais vraiment remercier... Je ne sais pas, vous vous mettez debout Non, on reste... Non, comme vous voulez, hein, vous me dites... Comme vous... Bon, je ne sais pas comment vous faites en général. Faut que je me mette... Oh, attendez, alors pour le coup, je vais rester assis parce qu'il y a le flash pile dans les yeux. Alors tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de nous donner la possibilité de se rencontrer et de pouvoir un petit peu parler de ce sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Et je voudrais tout à fait remercier Elisabeth Giraud-Barrault. Voilà, parce que je trouve que c'est très gentil de sa part, et puis bon, parce que ça appartient à un mouvement voilà, de réflexion. Je voudrais savoir, j'ai combien de temps ? Un quart d'heure. Ok, très bien. Alors, premier point, c'était voilà, les remerciements. Deuxième point, je voudrais remercier les organisateurs, parce qu'à 8h30 du matin, faire de la philo, et en particulier un peu de patochka, je dois vous dire que je suis admiratif que vous soyez ici, présent, frais, dispo. Non, c'est super. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse avoir la première diapo. Voilà. Alors, si vous voulez, je suis parti d'une constatation extrêmement simple. Pour vous reprendre mon idée, en fait, moi je suis psychiatre addicto et j'ai participé à l'élaboration d'une unité de réhabilitation en réhab addicto sur Lyon. Et il est vrai que ça m'a posé de sacrés problèmes, je veux dire, au niveau du sens du soin. Hein, du sens du soin, parce qu'en addicto, c'est le comportement addictif, donc c'est un comportement, donc ça engage le corps et ça fait poser plein de questions. Donc ça m'a énormément troublé. Et donc, voilà, je me suis un peu retiré et ça m'a permis de reprendre un peu les lectures. Et en tout cas, je me suis posé une question qui est le fait que tout acte médical que nous faisons, hein, systématiquement, a deux composantes. Une composante technique, c'est par exemple le fait de, je sais pas moi, de faire un acte de psychoéducation, de faire un acte en thérapie cognitivo-comportementale. Et il a forcément aussi, et il doit avoir, une dimension éthique. Pourquoi ? Parce que à chaque fois, on se pose la question du bien chez nos patients. On fait quelque chose pour le bien de nos patients. Donc ça veut dire que nous qui sommes en réhab, nous devons à chaque fois avoir la possibilité de répondre à ces deux questions.
je fais le bien par la technique, mais je souhaite le bien aussi pour mon patient. Donc on a toujours une dimension éthique. Alors, bon, ça j'ai repris la diapo de Benjamin, que vous connaissez certainement, sur le comportement addictif, je ne vais pas vous l'asséner, mais l'important c'est de voir qu'en fait un comportement addictif, et ça je trouve ça intéressant, d'où vraiment, et ça j'en suis un absolu convaincu, que vraiment la réhabilitation psychosociale en addicto, elle a sa super place. Vraiment une très belle place, et on ouvre les patients. En tout cas, vous savez que voilà, le comportement addictif, petit à petit, va en venir les différents champs existentiels du patient. Et puis il y a des champs qui vont quasiment disparaître, et puis il y a des champs qui vont quand même arriver à résister. Diapositive suivante. Alors, et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement le comportement addictif, puisqu'on ne raisonne plus en tant que produit, mais le comportement va véritablement engager systématiquement le patient dans sa totalité et engager l'altérité au patient. Voilà, ça va engager les deux, systématiquement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, chaque fois qu'on a fait un acte, il va falloir qu'on essaye de voir comment la dimension éthique peut en sortir. D'accord ? Or, en réhabilitation psychosociale, nous travaillons sur le rétablissement. On est d'accord ? Or, et ça j'aime bien la définition de Julien Dubroc, qui est tout à fait récente, il dit que le rétablissement est un processus non linéaire plutôt qu'un état proprement parlé. Donc c'est un processus. Donc ça veut dire qu'il y a une dynamique. On parle de rétablissement lorsque la personne malade parvient à reprendre du pouvoir sur sa vie. Je vais vous dire une chose, je suis très content de cette définition. Très content parce qu'il y a le terme vie. C'est-à-dire que le rétablissement est un processus issu de la vie. Et ça, je trouve ça excessivement intéressant. Donc, à reprendre du pouvoir sur sa vie, à se projeter malgré la maladie, il n'est pas synonyme de guérison clinique. Et vous avez le fait qu'une personne a retrouvé des ressources intérieures pour se reconstruire et appréhender la vie, et ce qui est remarquable, avec plus de confiance, voire de la joie. C'est dommage, j'espère que pouvoir croiser Julien pour vraiment le remercier pour cette définition, parce qu'il y a des termes, mais franchement hyper intéressants. Vie et joie. C'est pas rien d'avoir de la joie. C'est pas du plaisir. C'est complètement différent. Et d'arriver à rétablir nos patients en ayant de la joie, c'est sympa. Je vous donne juste la référence au niveau de la joie. Allez voir du côté de Spinoza. Et vous comprendrez pourquoi la joie est si importante. On continue. Alors, on voit donc que le rétablissement est finalement en lien avec la vie. C'est ce que je viens de vous démontrer. Et donc, que puisque le rétablissement est un processus, est un mouvement, il va donc s'appuyer sur le mouvement de la vie. Et ça, c'est intéressant, de finalement voir le rétablissement comme une alliance au mouvement de la vie. Ok ? Je vous répète la question, c'était d'essayer de voir le côté éthique. On continue. La vie est donc au centre du rétablissement et va donner le mouvement au rétablissement. Vous pouvez prendre un autre chemin pour le prouver, vous pouvez passer par la vulnérabilité, puisque la vulnérabilité a forcément la capacité du rétablissement. Et la vulnérabilité ne va pas se rétablir, ça ne va pas tomber du ciel. Je vais dire, quand vous vous êtes blessé le doigt, d'un seul coup, vous n'allez pas avoir, un œil en plus. Je veux dire, il y a une logique à tout ça. Bon, et en passant par la vulnérabilité, vous pouvez aussi finalement montrer que le rétablissement s'appuie sur la vie. Alors maintenant, c'est la partie un peu plus compliquée. Il faut qu'on arrive à montrer comment finalement, à l'intérieur du mouvement de la vie, est-ce qu'on peut essayer de dégager des données éthiques. Ok ? Alors là, je me suis appuyé sur un philosophe
qui est un philosophe tchèque et qui s'appelle Patočka, Jan Patočka. Diapositive suivante. Alors, pour faire très simple, Jan Patočka, c'est assez terrible comme histoire, hein, mais en fait, c'est un philosophe qui a été bien inspiré par Heidegger, qui est un phénoménologue, qui est un philosophe contemporain. Et ce qui est terrible, et vraiment terrible, c'est que les livres qu'il a écrits, et quand vous les lisez, vous ne pouvez pas éviter d'y penser. En fait, il a été arrêté, et il a écrit dans sa cave. Et il n'avait aucune bibliothèque. Et en fait, tous les livres qu'il a pu écrire, il les a écrits uniquement à partir de sa mémoire. Alors c'est vrai que par moments, les références ne sont pas toujours top, mais enfin, elles sont déjà pas mal, hein, je vais dire, il connaissait bien le truc. Mais c'est touchant de voir la force de cet homme, mais vraiment la force de cet homme, écrire alors qu'il était recherché par la police politique. Et il a d'ailleurs été arrêté, il a été torturé, et il est mort des suites de la torture en 1977. Voilà. Et en fait, moi ce que je trouve intéressant sur Patočka, c'est qu'en fait, c'est une phénoménologie de la vie. Et il va s'intéresser particulièrement au mouvement de la vie. Et il va essayer de décomposer quels sont les mouvements de la vie. C'est-à-dire quels sont les mouvements qu'on peut trouver à l'intérieur même de la vie, qui fait que nous sommes là. OK ? Alors, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, en fait, il s'est beaucoup intéressé à la philosophie grecque, et en particulier à Aristote. Alors, je vous donnerai une petite biblio à la fin. J'ai plus que 7 minutes, donc il faut qu'on y arrive. OK, vous aurez une petite biblio à la fin. OK ? On continue. Alors, en fait, Patočka va décrire 3 mouvements à la vie. 3 mouvements. Et ces mouvements, en fait, on va les retrouver au cours même de notre vie et en permanence dans notre vie. Permanence. Il va y avoir le mouvement d'enracinement, le mouvement de prolongement et le mouvement de revirement. Et ces mouvements-là, on les a toujours. Et ils sont tous issus de la vie. Et vous allez les voir en permanence. Le premier mouvement, c'est le mouvement d'enracinement. C'est le mouvement, alors c'est des mouvements ontologiques, hein, c'est les mouvements qui font que nous sommes là. C'est les mouvements, si vous voulez, qu'il faut comprendre du fait même que nous recevons le monde. Je reçois le monde à l'intérieur de moi, au travers de mon corps. Mon corps est là pour recevoir le monde. Et ce monde est issu de la vie. Et ce monde va faire que je pourrai avoir les 3 mouvements. Premier mouvement, le mouvement d'enracinement. C'est le mouvement véritablement de l'acceptation dans le monde. Parce qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes du monde, mais nous sommes dans le monde. Il y en a toujours les 2 choses. Hein ? C'est-à-dire que, et ça il le prend comme exemple, c'est typiquement la mère qui va sourire à son enfant. Alors c'est vrai que nous on a l'habitude d'avoir une interprétation très psychologique des choses, mais on peut le voir complètement différemment. Pourquoi une mère sourit à son enfant ? Elle sourit parce que l'enfant est dans un mouvement d'enracinement, d'acceptation dans le monde. C'est ça. Et ce mouvement-là, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que ce mouvement-là, c'est un mouvement d'affectivité. C'est-à-dire qu'en fait, le monde que nous le recevons sous forme d'affectivité. Le sourire est un affect. Donc, premier point, le mouvement d'enracinement. Diapositive suivante, il faut que j'accélère. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement de prolongement. Alors, le mouvement de prolongement, c'est le mouvement qu'on connaît en permanence. C'est le mouvement de la reproduction des choses. C'est ce qu'on fait en permanence. C'est quand vous vivez normalement, c'est-à-dire que vous êtes au milieu des choses, c'est-à-dire que, en fait, on ne se pose même plus la question de notre positionnement dans le monde. On est plutôt dans l'existence. OK ? C'est exactement la société actuelle. Et l'idée dans ce mouvement, c'est qu'en fait, on ne recherche pas la joie, mais la satisfaction, le plaisir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mouvement de revirement, le mouvement
d'enracinement va être inclus dans le mouvement de prolongement. C'est-à-dire que tous les mouvements vont toujours rester présents à l'intérieur de nous. Toujours. Et troisième mouvement, c'est le mouvement de percée ou de revirement. Alors ça, c'est un mouvement où, en fait, d'un seul coup, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec la réhab, mais vraiment, c'est-à-dire que nous pouvons essayer de favoriser le mouvement de revirement chez nos patients. C'est le mouvement de transformation. C'est-à-dire que le patient, enfin nous, nous allons nous retourner, nous revirer pour être non pas avec un étang étranger, c'est-à-dire avec quelque chose d'étranger à nous, mais avec un étang, notre soi propre. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le mouvement d'autocompréhension propre. C'est le mouvement vers son propre être. Et finalement, puisque nous nous ouvrons à nous, nous allons nous ouvrir aux autres. Un exemple très simple, et d'ailleurs Patočka prend l'exemple, c'est l'exemple de Solzhenitsyn. C'est exactement ça, c'est-à-dire que Solzhenitsyn, finalement, dans son mouvement de littérature, s'est retourné vers lui-même, s'est retrouvé, a retrouvé son soi et s'est mis à écrire. Alors, ce que dit Patočka, en fait, c'est que c'est un mouvement, excusez-moi le terme, mais c'est son terme, de sacrifice à la vie. C'est-à-dire que je vais me sacrifier à l'accomplissement de mon être. Voilà, je vous ai décrit ces trois mouvements, il me reste 2 minutes. On y va. Diapositive suivante. Qu'est-ce qui se passe? J'essaye de réguler. Bon. Tout va bien. Alors, maintenant, est-ce que à partir de ces trois mouvements, on a vu, je reprends le cheminement, on a vu que la réhab, c'est le rétablissement, c'est un mouvement, le mouvement s'appuie sur le mouvement de la vie, et on vient de décomposer les trois mouvements de la vie. Ok? Est-ce que dans le premier mouvement, qui est le mouvement d'enracinement, a-t-on une composante éthique? Oui, elle est absolument évidente, puisque c'est un mouvement d'acceptation dans le monde. Je suis du monde et je suis dans le monde. Donc pas de souci, vous avez une composante éthique. Diapositive suivante. À partir du deuxième mouvement, qui est la dimension du mouvement du prolongement, c'est-à-dire le mouvement quand on est dans les choses. Est-ce qu'on est là aussi dans une dimension éthique? Oui, on est dans une dimension éthique, mais attention, ce n'est pas la même éthique que l'éthique de l'enracinement. C'est une éthique de la représentation. C'est typiquement l'éthique des comités d'éthique. Ok? Donc, c'est l'éthique de la rationalité. On continue. Et troisième mouvement, c'est le mouvement de percée, de revirement. Alors là, c'est absolument évident. On voit donc, je veux dire qu'il y a une composante éthique, puisque le retournement sur soi fait que, finalement, je vais aller vers les autres. Ok? Donc, on vient de montrer que finalement, si on part sur la base du mouvement de la vie dans le rétablissement, on peut avoir une composante éthique, mais cette composante éthique, on vient de le montrer, a quand même certaines conditions qu'il faut qu'on respecte. Et c'est ça sur lequel je voudrais attirer l'attention. L'éthique, ce n'est pas une technique. L'éthique, ça s'appuie sur la vie. L'éthique, ça s'appuie sur un mouvement. Et c'est ce que je viens de montrer. Alors, diapositive suivante. Alors, par conséquent, on peut avoir des conséquences là-dessus. Il me reste 1 minute, je sais. Donc, il faut qu'on essaye de rétablir le patient au sein même de sa vie. Ça va poser des questions, par exemple, sur le terme des choix. Et ça a été vraiment quelque chose pour moi d'important. C'est-à-dire, peut-on dire que le patient va librement choisir? Par exemple, quand on définit le schéma de soins, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est une liberté? Et ça, c'est des termes qu'il faut qu'on fasse attention. L'autre terme, c'est le terme entre la vérité et la certitude. Pareil. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu prudent. On continue. Voilà.
Alors en conclusion, j'ai essayé de vous montrer un petit peu comment on pouvait essayer de définir une composante éthique du rétablissement à partir des mouvements de la vie selon la philosophie de Patočka. On continue. Voilà. Alors je vous ai mis une petite biblio pour ceux qui vont s'ennuyer pendant les vacances. Je vous ai mis c'est le livre de Patočka sur le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine. C'est le livre qu'il faut essayer de lire, qui va bien vous décrire tous les mouvements. Puis je vous ai mis des livres aussi de Renaud Barbaras, parce que je trouve qu'il prolonge un peu la philosophie, en particulier sur tout ce qui est... Je vous ai mis le bouquin sur la métaphysique du sentiment, parce que véritablement, on voit combien finalement l'affectivité peut nous faire aborder le monde ontologique. Diapositive suivante. C'est fini. Merci beaucoup Eric de t'être plié à cet exercice difficile, mais qui nous permet des questions pour pouvoir préciser ta pensée. Des questions de la salle. Tu veux peut-être détailler ton avant-dernière diapositive avant la conclusion. Je te suggère. Parce que tu l'as faite un peu vite, celle-là. Juste comme ça. Mais parce que c'était clair, vous êtes tout pigé? Oui, c'est bon. Sûr? Monsieur, vous pouvez répéter le mouvement de percée? Non. En fait, si vous voulez, là, j'ai essayé de définir chez vous, avec vous, et vraiment, j'aimerais avoir vos remarques, parce que, voilà, une éthique qui est une éthique de la vie, une éthique phénoménologique, parce qu'en fait, vous pouvez avoir différentes éthiques. Alors, la première des éthiques, c'est celle des Grecs. C'est-à-dire qu'en fait, pour les Grecs, on est dans une finalité du monde. Le monde va vers le bien. Alors que là, je ne vous ai pas dit qu'il y avait une finalité. Le mouvement de la vie n'a pas de finalité. C'est assez bizarre. C'est-à-dire, où va la vie? On n'en sait rien. En tout cas, la vie la vie a cette possibilité nous donne la possibilité de l'accomplissement de l'être. Et c'est ce que je trouve intéressant. Et c'est pour ça que je trouve tellement intéressant la question du rétablissement. Tellement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est véritablement la potentialité donnée au patient de pouvoir s'accomplir dans son être. Et c'est pour ça que je trouve la réhab si intéressante. Je suis assez vieux, j'ai les cheveux blancs. Et puis on se connaît. Pour avoir connu les TCC, les choses comme ceci, et la fin de la psychanalyse. Et je trouve qu'en réhab, on donne cette possibilité de la globalité. Et la globalité, indéniablement, c'est une ouverture au monde. Indéniablement. Bonjour, Jean-Pierre Coutron, je suis administrateur à la Fédération Addiction. En écoutant ce que vous disiez, ça me faisait penser à un interlocuteur qu'on avait fait venir, que vous connaissez peut-être en ouverture dans nos colloques, qui s'appelle François Julien, et qui utilise ce concept de transformation silencieuse en opposant la philosophie chinoise à la philosophie grecque, justement une temporalité qui n'est pas dans le chronos, le kairos et la crisis, mais une temporalité de l'instant, et de transformation en permanente de la personne dans l'instant, et qui utilise un autre grand concept de la pensée chinoise, c'est que cette transformation donne lieu à des moments d'essor, et que finalement ce qu'il faut guetter dans la position du thérapeute, c'est les fissures qui remettent du mouvement, il cite Solzhenitsyn, et le moment où l'essor arrive, et notre rôle ne serait juste qu'accompagner l'essor. C'est tout à fait ça. Mais c'est ce qu'il faut saisir chez nos patients, c'est ça. Mais ça pose plein de questions. Et moi, ça m'a vraiment posé de sacrées questions. Parce que, non mais honnêtement, est-on dans la vie, dans la société? Et moi, ça m'a vraiment interrogé. Oui, mais si vous voulez, parce que moi, ça m'interroge. Ça m'interroge vraiment, parce qu'en fait, si on base le rétablissement sur la vie, ce qui me semble quand même la chose à faire,
quand on met en place des soins et qu'on renvoie, et que les patients vont retourner dans la société, c'est compliqué. Hein. Moi, ça me pose d'énormes problèmes. Alors, je fais une autre intervention là sur les histoires d'émotions, mais ça me pose vraiment des problèmes. Parce que finalement, comment ? Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est en fait, ce qui se passe, et on le voit très très bien avec les patients, en fait, les patients vont aller vers des associations d'entraide, vers des associations de créativité, des choses comme ceci. Donc ils vont se mettre d'une certaine façon dans des petites bulles en dehors de la société néolibérale. Mais pour nous, moi, c'est vraiment une vraie question. Alors, au niveau Addicto, à titre un peu plus personnel, mais au niveau aussi de la Fédération Addiction, on avait beaucoup travaillé un concept qui va dans ce sens-là. C'est l'apparition dans les années 80, avec l'arrivée de la société néolibérale, de ce qu'on appelle la pente addictogène, qui met en valeur 4 grandes dimensions: un individualisme forcené, une intensification des sensations qui brouillent tout, un sentiment de compétition permanent où il faut être en permanence le meilleur, et des phénomènes d'exclusion et d'inégalité économique. Voilà. D'où le fait que notre travail serait de moins en moins de mettre dans des univers protégés, mais de protéger, d'accompagner la personne à l'intérieur de ces liens, de ces interactions. Ouais. Et là, c'est là qu'à mon avis, il y a des rapprochements. C'est un peu pour ça qu'on avait proposé ce symposium entre le rétablissement tel qu'il se fait en psychiatrie et l'agréable rétablissement tel qu'il se faisait en addicto, mais qu'il faut peut-être le remoderniser dans les croisements qu'on est en train de faire ensemble. Oui, mais de toute façon, l'addicto, c'est différent, il me semble, mais excusez-moi, c'est différent de la schizophrénie, quoi. Parce que nous, c'est un comportement. Oui, mais c'est un comportement. Et un comportement, ça engage le corps. C'est un comportement social. C'est un comportement social, mais c'est aussi, ça fait d'abord un comportement personnel, quoi. Et le fait que ça engage le corps, ça veut dire il y a des points de résistance qu'on a. Mais d'un autre côté, ce que je trouve intéressant, c'est à la fois qu'on a des points de résistance, mais ça nous donne un repère. Le corps, de toute façon, le corps en est éthique. Jonas. Et c'est ça que je trouve vraiment passionnant en Réhab Addicto, parce que voilà, on a de très très belles questions derrière. Ouais. Oui, complètement. Mais complètement, hein. Je veux dire, moi je suis un peu vieux maintenant, je faisais un courrier, à des jeunes internes, et je leur disais, ils ont une vraie responsabilité d'orientation des soins. Hein. On est à la croisée des chemins. Excusez-moi. Monsieur ? Oui, Thomas Valenos, psychiatre addictologue. Merci beaucoup pour cette approche philosophique. Je trouve qu'il y a là un parcours qui aide l'addictologue pour se transformer lui-même. Mais la question qui est quand même la question cruciale pour moi, qui suis clinicien, c'est comment trouver chaque patient pour que se déclenche l'étincelle du changement. C'est surtout cette question qui est pour moi toujours très difficile. Le mouvement de percée, ça dépend de la vie. Il faut l'accueillir. Nous avons le devoir de faire en sorte que le patient puisse exprimer ce mouvement de percée, ce mouvement de revirement. Il faut tout faire. C'est pour ça que dans les unités, je pense qu'il faut qu'on ait des prises en charge corporelles, artistiques, vraiment extrêmement variées, de telle manière qu'on ne soit pas uniquement dans un schéma, je veux dire, purement de remédiation, des choses comme ceci. Je n'ai rien contre, parce que toutes les choses, je veux dire, la remédiation c'est vachement important, parce que justement le patient va retrouver une liberté, et pas un libre choix. Voilà. Mais nous devons l'accueillir. Alors ce qui est plus difficile, et vraiment le plus difficile, moi ce que je voyais, c'est que finalement les patients l'acceptent, parce qu'ils le sentent. Parce que ce que je trouve vraiment intéressant, je ne voulais pas développer là, c'est que vous pourriez me dire, mais finalement la pathologie, est-ce que ça ne va pas annihiler le mouvement de revirement ? Eh bien non. Ça reste toujours présent. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire que la pathologie ne va pas détruire le mouvement de revirement, mais va l'empêcher. Et c'est le terme de Spinoza, et c'est ça. Et nous, il va falloir qu'on puisse l'aider.
Alors, il y a différentes manières, mais il faut au moins qu'on l'accueille et qu'il soit accueilli par le patient. Merci beaucoup Eric. J'espère qu'on aura encore un peu de temps à la fin pour poser encore des questions. Et je vais passer la main à notre président de la Fédération Addiction, Jean-Michel Delisle. Eh bien, merci. Donc, on va changer de diapo. Alors, merci beaucoup à Réhab et à Santé Mentale France de nous avoir proposé de co-animer en fait ce symposium. Cette dynamique s'inscrit dans un rapprochement entre nos différents organismes maintenant depuis plusieurs années et s'est concrétisé notamment autour de la mise en place d'un travail collaboratif sur addiction et troubles psychiatriques qui a donné lieu à la publication d'un guide. Alors, initialement, mon ami Georges Brousse devait animer ce symposium-là avec vous, puis il a eu un empêchement de dernière minute, puisque c'est avec Georges en fait que j'avais co-animé le travail de préparation de ce guide. Alors, moi, je suis psychiatre, je travaille également dans un XAPA à Bordeaux, et donc je suis président de la fédération Addiction. Néanmoins, dès que j'ai vu le titre de votre colloque, à la conquête du pouvoir d'agir, je me suis dit qu'au-delà de la représentation du guide, il était peut-être intéressant de donner quelques illustrations en fait de ce qu'on pouvait entendre dans notre champ addicto en termes de rétablissement et de soutien au pouvoir d'agir. Et je citerai un exemple qui me semble particulièrement pertinent, qui est celui de tapage. Donc on va passer à la diapo suivante. Alors il était question aussi de handicap dans les titres des journées. Et il est toujours intéressant de rappeler qu'en termes de journées et d'années de vie sous handicap, les premières causes mondiales de causes de handicap, c'est le cumul troubles mentaux et addiction. De très très loin, ce que vous voyez à droite sur le camembert de droite. En mortalité, c'est relativement faible, c'est le camembert de gauche. En revanche, en DALY, c'est-à-dire en années passées en situation de handicap, c'est la première cause au plan mondial. Donc c'est un véritable enjeu. On passe à la diapo suivante. Alors l'idée du guide était venue du fait que les pathologies duelles sont évidemment la question clé dans le champ des addictions. Alors c'est peut-être un peu moins perceptible dans celui de la santé mentale, à tort d'ailleurs à mon avis, mais dans le champ des addictions c'est tout à fait évident puisqu'on voit qu'il y a des corrélations majeures. Quand on a des familles de troubles, on a plus fréquemment l'autre, avec des modèles explicatifs différents. Le modèle toxique, c'est la drogue qui va amener un problème mental, avec l'exemple, par exemple, cannabis et troubles psychotiques. Mais dans le champ psychiatrique et santé mentale, le modèle qui était le plus répandu et qui est le plus répandu, c'est plutôt celui d'automédication. C'est-à-dire ce sont des personnes qui ont des états de souffrance psychique, de malaise, d'angoisse, qui vont essayer d'auto-réguler ou d'auto-traiter en fait avec des produits. Ce qui fait que l'explication de la corrélation serait liée plutôt à cette dynamique où c'est les vulnérabilités, on va employer ce terme beaucoup, la vulnérabilité, qui amène en fait à la transition de l'usage. Beaucoup d'entre nous ont des usages de substances, mais la transition vers la perte de contrôle et vers l'addiction. Donc les interactions sont péjoratives, ce qui fait que c'est un véritable enjeu de santé mentale. On sait que quelqu'un qui a un trouble mental, si en plus il a un problème d'addiction, ça va altérer son pronostic. Et réciproquement, alors ça vous le verrez de manière tout à fait limpide, dans la masse des gens qui ont des usages de substances ou qui ont des comportements potentiellement addictifs, ceux qui vont entrer dans des addictions au long cours sont ceux qui ont des vulnérabilités psychologiques et sociales. C'est-à-dire c'est le facteur prédictif majeur, ça je vous le montrerai tout à l'heure. Mais il y a une autre dimension sur laquelle j'insisterai dans la dernière partie, c'est que s'il y a une corrélation, c'est aussi parce que les facteurs de causalité en amont sont les mêmes par rapport aux troubles mentaux et par rapport aux addictions. C'est des histoires de vie, c'est des histoires de souffrance, c'est des traumatismes. Et la place du psychotraumatisme qui sera abordé tout à l'heure par notre collègue est un élément évidemment clé qui développe actuellement dans le cadre d'un projet que je vous présenterai en conclusion et qui est psychotraumato-addicto et où 3 régions en France ont été retenues, dont les Pays de la Loire. Donc vous voyez, c'est une bonne chose. Donc on continue. Le guide, alors le dessin, ça s'était fait par une paire aidante d'un carude à Bordeaux, où tout se mélange entre les produits qui ont des effets bizarroïdes et des gens qui ont des vulnérabilités qui vont chercher des produits. Et ça a donné le guide, diapo suivante, guide qui était une commande en fait de la Direction Générale de la Santé, de la DGOS également et de la MILDEC. Il y a eu des gros groupes de travail avec 29 centres impliqués, 70 professionnels et pairs aidants. Donc un énorme travail entre 2016 et 2019. Donc je coordonnais avec Georges Brousse, mais beaucoup de personnes, dont Jean-Pierre qui est là, ont collaboré à ce travail. Donc la diapo suivante.
sachant que le but, vous allez directement à la dernière ligne, c'était de faire remonter du terrain des expériences innovantes, et notamment toutes les expériences qui visent à décloisonner les champs santé mentale, addiction, et travailler dans le sens d'approches de plus en plus intégratives. Donc la diapo suivante. Alors là, vous voyez le lancement au niveau régional avec plus de 350 participants. Ça a été un des premiers exemples de collaboration de terrain active avec Santé Mentale France, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi en Occitanie. On a travaillé également avec des centres hospitaliers, avec des associations locales. Et puis tout ceci, à la diapo suivante, s'est conclu par le lancement officiel au ministère, en présence du ministre Véran, en présence de 1600 personnes. Alors on est très fiers parce que jusqu'à ce jour, en tout cas, c'est le guide le plus commandé à la Fédération Addiction. Alors, en version physique, il y en a eu 1500, je crois, et en téléchargement, plus de 6000. Donc vous pouvez toujours le télécharger, c'est gratuit. Il y a des textes tout à fait intéressants, parce qu'il y a une alternance entre des expériences de terrain et puis des articles plus de fond, de réflexion. Donc je vous invite à le télécharger. On continue. Alors, maintenant, je devrais m'arrêter là, mais j'ai le temps de continuer. Donc, on va réfléchir un peu plus sur la question des pathologies duelles, et on continue. Sachant qu'une des questions qui se pose quand on travaille dans le domaine des addictions, ça c'est le diapo de neurobiologie, où il y a des gros centres, notamment à Bordeaux, c'est essayer de comprendre comment, face à la masse des usagers qui ont une expérience sociale de consommation, par exemple, de boissons alcoolisées, il doit y avoir pas mal de personnes ici qui ont consommé au moins une fois une substance alcoolisée, comment certaines personnes vont évoluer vers des usages de plus en plus intensifs et comment certains, à l'arrivée, arrivent à des usages compulsifs. Et on se rend compte que finalement, c'est généralement une minorité par rapport aux usagers qui sont devenus dépendants. Et on passe à la diapo suivante. Une des grosses hypothèses, c'est que finalement, ce qui va expliquer le fait que certaines personnes basculent vers la transition, c'est leur niveau de stress chronique. Et le stress chronique que vous voyez au milieu, chronic distress, il est en partie lié à ce qui est en haut, c'est-à-dire des vulnérabilités. Alors on y revient, des vulnérabilités psychologiques, des vulnérabilités sociales qui sont liées à des influences sociales, des influences familiales, des conditions de vie difficiles, qui sont liées aussi à des traumatismes infantiles, éventuellement de la maltraitance, éventuellement de l'incurie, etc., qui vont faire que ces personnes-là ont un plus haut niveau d'activation finalement de leur circuit du stress, ce qui explique qu'elles vont avoir peut-être plus tendance que d'autres quand elles découvrent des produits qui, eux, vont activer les circuits de récompense. Donc, ils vont venir contrebalancer un petit peu ce malaise, en user et en abuser de manière répétitive parce que ça les aide à tenir finalement. Mais là où les choses se compliquent au plan biologique, c'est le bas, c'est que le cerveau, quand il est inondé de produits de manière récurrente et intense, il va avoir des mécanismes adaptatifs. Et ces mécanismes adaptatifs vont, à l'inverse, augmenter les niveaux de stress. Ce qui fait qu'on entre vraiment, on risque d'entrer en tout cas dans un cercle vicieux, où plus on a d'un stress préalable, plus on a le risque d'utiliser de manière récurrente des substances de récompense. Mais plus on utilise ces substances-là, plus on va activer les circuits de stress. Et donc les personnes peuvent être enfermées dans un mécanisme tout à fait répétitif. Alors on continue. Ça c'est la diapo de Koub, je passe. Or Koub, c'est l'actuel directeur général du NIAAA, c'est-à-dire l'Institut national de lutte contre l'alcool aux États-Unis, mais il travaillait avec nous à Bordeaux pendant des années avec le moelle. Et c'est un grand ami de notre pays également. Parfait francophone. Alors ça, c'est une diapo essentielle. Elle n'est pas simple, mais elle est essentielle. Alors là, ça fait la différence à la schizophrénie, pour le coup. C'est-à-dire qu'on voit que le devenir normal d'une addiction, c'est la rémission. Ce qu'en anglais, on appelle recovery, ce qu'en français, on pourrait traduire par rétablissement. C'est tout à fait particulier quand même. Et on sait d'ailleurs dans le domaine des addictions que la plupart des acteurs du soin initialement, c'était les usagers eux-mêmes, avec les groupes alcooliques anonymes, avec les créations des communautés thérapeutiques depuis les années 30. C'est les usagers eux-mêmes, finalement, qui sont arrivés à prendre en compte ces dimensions-là. Et donc, quand on voit des addicts et qu'on voit l'évolution du pourcentage de rémission, on se rend compte qu'au bout de 10 ans, les petits triangles blancs, c'est la cocaïne, par exemple, on se rend compte qu'au bout de 10 ans, 80% à peu près des dépendants de la cocaïne sont entrés en rémission. En revanche, on voit que c'est un trouble chronique, 10 ans, 20 ans, 30 ans, donc il finit par s'arrêter, c'est pas le diabète,
pas parler de la schizophrénie, mais de diabète, où là, ils seraient tous diabétiques, hein, au bout de 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc on voit que c'est la rémission. Néanmoins, il y a des personnes qui entrent en rémission beaucoup plus lentement que d'autres. Et c'est ceux-là qu'on voit en général, c'est-à-dire ceux qui ont des addictions sévères. Alors quels sont les facteurs corrélés à ces addictions sévères? Diapo suivante. Eh bien, c'est ce que vous voyez en haut à gauche. Ça, c'est des grosses études NESARC de comorbidité, troubles mentaux et addictions aux États-Unis. Et on se rend compte que les facteurs prédictifs d'une évolution vers une addiction au long cours, supérieure en tout cas à 3 ans, c'est alors, être jeune, plutôt garçon, plutôt blanc aux États-Unis, pas marié, faible revenu, pas d'assurance sociale, faible niveau de fonctionnement psychologique ou physique, des antécédents familiaux, des histoires d'abus pendant l'enfance. Et en bas, des troubles de la personnalité, et tout particulièrement les troubles de la personnalité borderline dont il sera question et dont il a été question, je crois, hier, etc. Et personnalité borderline, c'est-à-dire c'est des gens qui souvent ont eu des expériences traumatiques de séparation, de rupture, parfois de maltraitance, d'incurie, et donc où les niveaux de stress chronique sont tout à fait importants. On continue. Or ça, on passe. Et donc on en vient à la question du psychotrauma. Et on continue. Ça, c'est... Non, on revient en arrière si on peut. C'était, désolé, mais c'était une intervention qu'on avait demandée au début de l'année. C'était Benjamin Roland, que je salue, donc je suis dans tes questions, et le professeur Franck justement sur les pathologies duelles, c'était au Vinatier. Alors ça me rajeunissait, parce que moi aussi j'ai cheveux blancs, et j'avais fait mon service militaire juste en face, à l'hôpital des Jeunettes, hein, comme psychiatre. On continue. Alors ça, le point de vue de début de la réflexion sur les histoires de troubles de la personnalité et addiction, vu par la traumatologie, c'est, vous savez que le psychotrauma a été rattaché, notamment en psychiatrie militaire, justement, à un trauma parfaitement identifiable. Une agression, une explosion, une balle, un truc comme ça. Et puis finalement, ces psychiatres se sont rendus compte, le premier article où il en est question, c'est 92, vous voyez en bas, c'était par rapport à des gens qui avaient été emprisonnés. Et ils se rendaient compte qu'en contraste, en comparaison avec un événement traumatique isolé, ils se rendaient compte que des traumas d'intensité moyenne, mais répétés, quand la personne, par exemple, était en état de captivité et soumise à un agresseur de manière répétée, entraînait à ce moment-là aussi les mêmes symptômes en fait, de traumatisme psychologique. Et il évoquait ensuite la possibilité, dans la conclusion, qu'il faudrait réfléchir aux éventuels psychotraumas répétés d'intensité moyenne dans la sphère sexuelle ou des relations domestiques, enfin familiales en fait. Et c'est ça qui met sur la piste de ce qu'on appelle maintenant, on va le passer, les troubles de la personnalité, avec une étude d'un autre Américain qui travaillait à Bordeaux, Joel Schwensen, lui en psychologie, et qui avait montré avec un travail remarquable que finalement, le symptôme qui était le plus prédictif là aussi de transition, mais c'est toujours le même, en fait, c'est l'anxiété de séparation. Et on sait que l'anxiété de séparation, c'est l'anxiété cardinale qu'on retrouve chez les borderline, mais chez les gens qui ont eu des troubles. Et il en concluait même que les modélisations indiquaient que le traitement de ces troubles permettrait de prévenir plus d'un tiers des initiations, 2/3 des cas d'abus et pratiquement 3/4 des cas de dépendance chez les gens qui entraient dans un abus en termes de proportion attribuable. Donc on voyait que quand on essaye de réfléchir à ces éléments-là, on se rend compte que les éléments prédictifs en fait, de l'entrée dans l'addiction, c'est des vulnérabilités psychologiques en fait. Et notamment celles qui tournent autour des antécédents traumatiques. On continue. Donc, toutes sortes d'études ont confirmé cette dimension-là, peut-être plus particulièrement chez les femmes addictes. On continue. Alors, au plan pratique, et ensuite on va entrer, qu'est-ce qu'on en fait de toute cette affaire-là. Pour moi, en tout cas, l'article fondateur, ça a été celui de Denise Zion, il y a quelques années maintenant, où elle disait, c'est vrai, il y a beaucoup de toxicos, notamment toxicomanes femmes, qui ont des antécédents de trauma. Et les deux sont très fréquemment associés. Donc il faudrait traiter le trauma, d'accord, mais pour traiter le trauma, les protocoles de soins, qui sont encore toujours en vigueur dans certains établissements, font que la personne doit être sevrée préalablement à entrer dans le traitement du psychotrauma. Alors, pourquoi pas? C'est comme ça que ça peut peut-être être le plus efficace. C'est comme ça aussi que peut-être les réactivations entraîneraient moins de tentatives de compenser en augmentant les consommations, peut-être. Mais le résultat des courses, c'est comme ce sont ces produits qui aident ces personnes à survivre,
l'idée d'arrêter ces produits sans qu'il y ait immédiatement une compensation est impensable. Et en tout cas, ça ne correspond pas à leur perception des choses. Ce qui fait que le protocole est peut-être génial, mais ils ne voyaient personne. Du coup, Denisienne a eu l'idée d'inverser le protocole, de traiter inconditionnellement, par des TCC d'exposition, des personnes qui avaient la comorbidité, donc de les traiter par rapport au trauma, sans exiger au préalable qu'ils aient le moindre effort par rapport à leur consommation de produits. Ça, c'est une approche qu'on pourrait qualifier de réduction des risques, mixte, réduction des risques et soins. Et le résultat, c'est que ça a marché. Alors, je ne vous montre pas les résultats, mais les résultats sont évidents, tout simplement parce qu'il y avait plus de patients. Les gens s'y retrouvaient plus facilement, et le traitement, en fait, est parfaitement compatible. Alors, sur cette base-là, on passe à la diapo suivante. On a une idée concernant la conquête du pouvoir d'agir, et je vais donner un exemple avec ta page où on voit que des éducateurs de rue, une action d'insertion autour du travail, greffée avec des acteurs de réduction des risques, des acteurs de soins qui peuvent proposer le MDR, peuvent arriver à avoir des changements évaluables, rapides, chez des jeunes de la rue, des jeunes en errance, abuseurs de drogue. Donc on passe à la suivante. Alors ta page, ça a été créé en juin 2012 à Bordeaux. Il va y avoir le grand colloque national cet automne à Bordeaux pour fêter les 10 ans. C'était une expérience qu'on avait importée du Québec suite à des contacts avec des amis de réduction des risques là-bas à Montréal. Alors l'idée, vous le savez, hein, c'est de proposer sans condition un travail avec un paiement en liquide à la journée. Ils ont travaillé 2 heures, ils sont payés 2 heures, ils ont travaillé 3 heures, ils sont payés 3 heures, mais avec du liquide en journée. Aussi qu'il faut que le renforcement soit immédiat et rapide pour des tas de raisons. Et du coup, et sans engagement dans la durée. C'est des gens qui ne pensent pas qu'ils puissent avoir un CDI, mais ils n'en veulent pas non plus. Ils ne veulent pas être enchaînés, ils ne veulent pas être asservis. C'est un peu un discours officiel, mais quand même, c'est ce qu'ils pensent. Donc là, il n'y a pas d'engagement, ils veulent le faire, ils le font, ils ne veulent pas, ils arrêtent. Et du coup, on a trouvé assez vite des partenaires qui fournissaient du travail, des partenaires publics ou privés. Et assez vite, grâce à la Fédération Addiction, d'ailleurs, il y a eu un essaimage. Donc je passe à la diapo suivante. Donc vous voyez les jeunes en errance avant. Donc, comme vous voyez, ils ne sont pas très en confiance dans la société, ils sont en tenue de combat, ils ont des chiens de combat, etc. Néanmoins, souvent, ils considèrent que la rue, c'est leur famille et c'est l'espace protecteur, ce qui est toujours un peu perturbant. Mais donc, ce qui laisse supposer qu'ils trouvent que le monde environnant, qui est le nôtre, en fait, et où nous, on se sent plus ou moins à l'aise, pour eux, est un espace qui n'est pas friendly. Donc, on passe à la diapo suivante. On leur propose un travail sans nécessité de formation préalable, etc., et accompagné avec des éducateurs, pour le coup. Et finalement, avec des possibilités d'évolution rapide. Et vous voyez là les visages de ces jeunes. Il y a de la joie, là. On passe. Et voilà le travail, c'est ça. C'est une scène réelle. C'est des tapageurs qui nettoient un trottoir à Bordeaux, parce qu'on ne peut plus mettre des pesticides, des herbicides, des machins, donc il faut le faire à la main. Maintenant, on s'inscrit dans une politique de développement durable. Et il y a ces jeunes-là, tapageurs, qui normalement sont mendiants. Hein. Leur boulot, c'est d'être mendiants dans la journée. Toc, toc, toc. Qui passe là, et puis un vieil homme qui sort, plus âgé que monsieur, qui dit merci les jeunes, normalement ça serait à moi de le faire, mais voilà, j'ai mal au dos, je peux pas, etc. Donc merci, bravo. Alors, les autres, bon, ils sont gentils, puis le vieil homme rentre chez lui, il ressort un moment après, et dit tenez les jeunes, la pièce. Et là, c'est une histoire vraie, la fille, non, on revient en arrière, la fille lui répond non, monsieur, merci beaucoup, mais nous travaillons. Alors qu'elle est mendiante d'ordinaire. Et ça, elle était dans un programme tapage depuis 2 semaines. 2 semaines. Donc vous imaginez les changements, enfin je vous laisse comprendre tout ce qu'il y a derrière, mais enfin c'est des changements radicaux et qui vont laisser une trace pour peu qu'on l'accompagne, etc. Là, il y a de l'ordre de quelque chose, d'un changement, d'une étincelle, d'un truc, on continue. Donc voilà, ça marche, empowerment, autonomie, estime de soi, on continue. On en revient à Denisienne. Grâce à ses contacts avec des éducatrices et des éducateurs de terrain, grâce à la reprise de confiance, etc., on est des travailleurs et tout, comme par enchantement, ces jeunes femmes à qui on avait proposé, on avait un service de l'MDR, qu'elles n'avaient pas le temps, ça ne les intéressait pas, etc., tout d'un coup, un certain nombre d'entre elles acceptent. Et diapo suivante, ça donne ça, alors une superbe publication que j'avais présentée à Porto Rico, et en l'occurrence, je résume, en proposant à ces jeunes, c'était
des jeunes femmes. Cocaïne, cannabis, etc. Dans la rue, tapageuse. Un mix EMDR et thérapie des schémas de Jung. On arrivait à un effondrement des taux de sévérité du stress post-traumatique, de la sévérité aussi des schémas, assez rapidement. Et secondairement, dans un deuxième temps, on obtenait une réduction du craving alcool, du craving cannabis et de la sévérité de l'addiction avec l'Asie. Donc ça confirmait en fait le projet de Denise Iron, mais ça n'avait été rendu possible que parce qu'il y avait un travail coopératif avec les jeunes eux-mêmes, la reprise de confiance en eux, le travail de groupe, l'émulation, et puis également tout ce travail des éducateurs de rue qui avait permis les choses possibles et que c'était dans une même ambiance amicale. Donc on continue. Et notre grand plaisir, ça a été dans le Research Quarterly du PTSD de 2021, je crois, ou 20, je ne sais plus, avec un superbe article de Denise Iron sur les interventions psychosociales en cas de comorbidité, troubles de l'usage de substances et PTSD. Elle évoquait un certain nombre d'études remarquables, et à la deuxième page, ce que j'ai surligné en jaune, c'est la nôtre. Donc on était très contents, ce qui prouve qu'elle a de bonnes lectures, parce que c'était quand même assez confidentiel. Et c'était la première étude rattachée à ça. Alors on continue. Alors, présentation du projet Psychotrauma Addicto, c'est la fin. Donc, suite au projet Addiction et troubles psy, on avait présenté à l'avant-dernier appel à projet du Fonds d'addiction sur la mobilisation de la société civile, un projet de développement, mais centré cette fois-ci sur l'aspect lié entre traumatisme psychique, troubles mentaux évidemment, et addiction. Toujours un peu avec les mêmes pilotes, Bruce et moi-même, mais avec comme partenaire le CN2R, donc le Centre national de résilience, et le CHU de Clermont-Ferrand pour l'évaluation. On passe à la suivante. Le projet, vous pouvez l'imaginer, essayer de décloisonner, d'améliorer les niveaux de formation, de repérage, mieux travailler ensemble, mieux prendre en compte les choses, sachant que côté centres régionaux de psychotrauma, qui sont en train de se développer un peu partout en France, il y avait également une attente finalement de notre côté, parce que c'est des structures relativement récentes, et ils voient bien que parmi les personnes qu'ils accompagnent, le risque addictif est majeur. Donc ils savent qu'on peut leur apporter quelque chose, mais réciproquement. Enfin, pour nous, c'est assez évident. On passe à la suivante. Donc on a dû sélectionner trois régions avec un comité de sélection. 3 régions, il y a ici, Pays de Loire, il y a Centre Val-de-Loire et Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est la sphère Plantagenet qui a été privilégiée depuis Angers jusqu'à Bordeaux. Bon, enfin, je ne pense pas que ça a été déterminant. Et en tout cas, c'est un élément qui va être mis en œuvre. Ça commence cet automne. Là. On continue. Alors, pouvoir d'agir, coopération. J'y ai pensé hier, je me baladais à Angers, c'est une très belle ville, et il y a une montée, la montée Saint-Maurice, je crois, face à la cathédrale, diapo suivante, et ça m'a fait penser à ce gros travail de psychologie sociale, qui était celui de l'équipe de Profit en 2008, qui est absolument fondamental pour notre débat. Quand vous demandez à des étudiants volontaires d'évaluer une pente, comme la pente de la montée Saint-Maurice, on sait que l'être humain est ainsi fabriqué qu'il va avoir tendance à doubler l'estimation de la pente par rapport à la pente réelle. Doubler. C'est toujours comme ça. Tout le monde. On est fabriqué comme ça, etc. Donc on est prudent face à l'effort, en gros. En revanche, ce qui avait été étudié très vite, c'est qu'il y avait la perception de son état physique va moduler. Si vous vous sentez fatigué, vous allez voir la pente encore plus raide. Ça a été validé. Si vous êtes en pleine forme, vous allez l'avoir plus faible. Si vous avez un gros sac à dos, vous allez l'avoir plus forte, et ainsi de suite, vous voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été validé aussi par les ressources psychosociales. Et on se rend compte que selon que vous êtes seul ou que vous êtes accompagné avec quelqu'un qui vous soutient, ou quelqu'un avec qui vous avez une relation amicale, ou de soutien en tout cas, l'intensité de la pente va être également modulée. Et ça, c'est la psychologie expérimentale, c'est toujours validé. Ça confirme que pour le pouvoir d'agir, un des éléments, c'est d'être accompagné, enfin de pouvoir être soutenu. Donc on continue, et je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Michel.
Vous savez tous désormais pourquoi il y a ce symposium au congrès REHAB. C'est-à-dire, malgré les petites précautions de dire que peut-être que c'est pas tout à fait pareil en psychiatrie, en fait, les addictologues nous montrent le chemin. Comme ils l'ont dit tout à l'heure, les pères aidants, c'est eux qui les ont inventés avec les alcooliques anonymes dans les années 50. Le rétablissement, c'est eux. Et je dirais maintenant, la réhab pour tous, c'est eux aussi, puisque ça va être le prochain enjeu. Parce que en faire, c'est bien, mais c'est aussi aller au-devant des besoins des gens, des besoins non exprimés. Et c'est vraiment la démarche Et puis bon, et la place du trauma dont on n'a pas fini de mesurer l'étendue, en particulier, on le voit dans les émergences des premiers épisodes psychotiques dans le champ de la psychiatrie. Donc je suis sûr qu'il y a plein de questions. Lancez-vous. C'est la première, la plus dure. Bravo. Présentez-vous, parlez à voix haute et intelligible, parce que je crois que nous sommes enregistrés. Alors, merci. Ce que j'évoquais tout à l'heure, effectivement, c'est que c'était un début. C'est un effet extrêmement rapide. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un effet extrêmement rapide et positif et qui leur donne de la joie et de l'entrain. Ce que, dans leur expérience, ne leur procure pas, par exemple, la mendicité, clairement. Où là, on est plus dans un travail, un peu au sens où nous l'entendrions, un travail de contrainte pour avoir des ressources, mais où il n'y a pas d'éléments sensibles, en tout cas de valorisation dans leurs propos, hein, dans ce que j'entends. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne faut pas que cette étincelle-là soit aussi brève qu'une étincelle et qu'ensuite ça retombe, ça c'est clair. Néanmoins, il y a un élément où la personne touche du doigt qu'autre chose est possible. Et c'est là où ça va être intéressant d'avoir des personnes qui accompagnent, ce qu'on disait tout à l'heure, à la fin, qui leur permettent d'imaginer que peut-être la pente est moins raide. Parce qu'une des hypothèses qu'on a, mais vraiment une hypothèse très, très forte, c'est issu du renard et des raisins verts de La Fontaine, mais qu'avait repris Bourdieu dans La Distinction, le jugement de goût. C'est que, vous vous souvenez de l'histoire, il y a un renard qui passe sous une treille où il a des raisins magnifiques, qui sont dorés comme du miel, il a vraiment envie de les manger. Il saute et hélas, il est trop petit, il ne peut pas les atteindre. Et à ce moment-là, il dit, bon, ben, finalement, ces raisins sont trop verts, juste bons pour des goujats. Donc, il apprend à se détacher de quelque chose à quoi il ne peut pas atteindre dans ce qu'il pense. Et on se rend compte qu'avec pas mal de jeunes, leur rejet explicite, hein, parfois militant d'ailleurs, de la société, de l'intégration, des contrats de travail, etc., donc il y a un rejet politique qu'il faut respecter comme tel pour beaucoup d'entre eux, et en partie surdéterminé par le sentiment d'incapacité de pouvoir y entrer, de pouvoir l'atteindre. Ce qui fait que c'est un enjeu décisif de leur dire, ben non, peut-être que vous êtes capable, que ce qui gêne, c'est les conditions qu'on vous pose habituellement. Il faut que vous engagez dans la durée, il faut que vous soyez propre, il faut que vous ayez un costume, il faut que vous ayez un badge, etc. Bon, des trucs qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne peuvent pas avoir. En revanche, avec ces systèmes-là, on arrive à permettre aux gens d'entrer. Alors, je n'ai pas développé ta page, mais ensuite, c'est un programme phasé. C'est-à-dire, il arrive, mais très fréquemment, hein, que des jeunes, au bout d'un moment, se disent, finalement, j'y arrive, c'est pas mal ce truc, etc. Donc, ils vont commencer à demander à travailler 2 jours ou 3 jours par semaine. Ensuite, ils vont arriver, pour certains d'entre eux, à entrer même dans des phases ultérieures où ils entrent dans des conditions de travail qui sont très proches, en fait, des codes du travail ordinaire. Alors, pourquoi ça, c'est un programme d'insertion? Parce que ça marche, c'est un de ceux qui marche le mieux en France. C'est pour ça qu'il est développé partout en France. Les sorties positives, telles qu'elles sont évaluées par les directions du travail, puisque c'est elles qui font la comptabilité, si j'ose dire, on est aux alentours de 40%, à peu près 40% de sorties positives, c'est-à-dire dans le marché de l'emploi concurrentiel.
ce qui est énorme par rapport à ce qu'on voit habituellement et dans des délais relativement rapides. Justement, en partie, ce qui nous aide, c'est que ce sont des jeunes dynamiques, traumatisés, mais vivants, pleins d'énergie et tout. Donc pour peu qu'ils arrivent à trouver non seulement confiance en eux, mais qu'ils arrivent à trouver un espace de développement, de leur pouvoir d'agir, etc., qui soit peut-être moins difficile pour eux, moins maladaptatif que ceux qu'ils avaient trouvés jusqu'alors, on arrive à avoir des changements relativement rapides et donc des changements durables. Et en tout cas, ce qu'on observe aussi, c'est que leur relation avec ce type de travail de revenus n'est pas du tout le même que celle qu'ils ont avec le même argent, mais qu'ils auraient eu par d'autres moyens. Enfin, ils ne le gèrent pas du tout de la même manière. Donc on est raisonnablement optimiste, mais en tout cas, ce sont ces résultats qui font que ça a été intégré actuellement dans la stratégie nationale pauvreté et que c'est un programme vraiment qui est en plein développement au plan national. Je ne crois pas qu'il y en a encore à Angers, mais il y en a tout près d'ici. Et donc ça diffuse avec des... Alors actuellement, ce qui nous est demandé d'ailleurs, c'est de toucher des publics qui seront moins faciles, ces populations, jeunes, quartiers, etc., où les logiques sont un petit peu différentes. Mais en tout cas, avec des jeunes en errance, où précisément il y a souvent des trajectoires liées à l'anxiété de séparation, à des ruptures, la plupart sortent de l'ASE, en clair, c'est des histoires chaotiques. Donc pour peu qu'on arrive à avoir cette accroche-là et qu'on puisse greffer à ce moment-là sur une offre de soins, pour le coup, et d'accompagnement individualisé, ça marche pas mal. Mais même cette offre de soins, je parlais de MDR, n'est possible que parce qu'il y a eu ces premières phases. En tout cas, ça accélère le processus. Ça nous rend moins lointains. Merci Jean-Michel. Je propose de passer à la dernière intervention. Bonjour, donc moi je m'appelle Caroline Chiron, je suis psychologue formée au TCC et je travaille aussi dans un XAPA, pas très loin d'ici, dans le département d'à côté, à Rezé, qui est une commune qui touche Nantes. Voilà, et je vais vous parler des groupes de compétences de la thérapie comportementale dialectique que j'ai mis en place au XAPA de Rezé. Alors, c'est quoi la TCD ou DBT en anglais? En fait, c'est cette dame qui s'appelle Marsha Linehan, qui est psychologue américaine et qui s'est intéressée très tôt à ces patients qui avaient des conduites suicidaires importantes et ce qu'on appelle des conduites dommageables, donc c'est les scarifications, les automutilations. Et qui touchaient particulièrement les troubles de la personnalité borderline. Elle s'est intéressée à comment on pouvait aider ces patients. Alors, elle avait un intérêt aussi personnel puisque elle a, des années plus tard, fait un espèce de coming out pour dire qu'elle aussi avait un trouble de la personnalité borderline. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dialectique? Pour moi, le plus important, c'est être à la fois dans cette dualité de l'acceptation et puis de l'autre côté, le changement. Alors, c'est ça qui en fait ce qu'on appelle une TCC troisième vague, c'est que dans les TCC, en thérapie cognitivo-comportementale plus classique, première et deuxième vague, on va beaucoup être dans le changement. Et l'arrivée de la troisième vague va beaucoup plus inclure ce qu'on accepte, l'acceptation. Alors, ce n'est pas accepter l'inacceptable, ce n'est pas renoncer à des changements ou bien évidemment à une meilleure qualité de vie. Alors, Marsha Linehan, elle a théorisé des choses vis-à-vis de sa thérapie. Et le plus important à retenir, c'est comment on peut en arriver à un dysfonctionnement de la régulation émotionnelle. C'est l'alliance, en fait, entre une vulnérabilité biologique et des caractéristiques de l'environnement, c'est-à-dire parfois l'invalidation ou la validation au niveau des émotions, donc de ce qu'on entend encore, par exemple, arrête de pleurer, ça va aller. Bon, on invalide que c'est pas bien de pleurer, que c'est pas bien d'être triste. Voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme exemple? Que c'est interdit, c'est mauvais d'être en colère. On n'a pas le droit de dire qu'on est en colère.
surtout à des enfants qui ne savent pas comment l'exprimer. Donc voilà, un enfant qui se roule par terre parce qu'il est en colère, c'est normal, il n'y a rien de problématique. Et puis, dans les cas de trauma, voilà, comment on peut ne pas prendre en compte les émotions que peuvent provoquer certains événements dans la vie par les personnes qui agressent ces personnes. Alors, au niveau de la dysrégulation des émotions, au niveau de la dictologie, mon collègue l'a dit, il a bien résumé au niveau de la dicto, c'est quelque chose qui est au premier plan pour nous, parce que les personnes vont utiliser les substances pour tenter de réguler leurs émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Alors, quels sont les objectifs de la thérapie comportementale dialectique ? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le premier, c'est de réduire les comportements suicidaires et d'autodestruction, de réduire les comportements qui interfèrent avec la thérapie, réduire les comportements qui nuisent à la qualité de vie, y compris les comportements addictifs, et d'augmenter les compétences pour gérer, et je trouve que ça c'est très très important, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et je trouve que c'est en ça où du coup on est dans le rétablissement, dans la thérapie comportementale dialectique. Alors une vie qui vaut la peine d'être vécue pour la personne, quelle qu'elle soit. Alors il y a 4 composantes très importantes dans la TCD. Donc il y a l'entraînement au groupe de compétences, donc là j'y reviendrai après pour un peu plus le détailler. La thérapie individuelle qui va essentiellement, entre autres, mais essentiellement permettre de généraliser les compétences acquises pendant les groupes. Parce que les groupes, ça à un moment donné, mais après l'appliquer dans sa vie, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les entretiens individuels vont permettre, donc il faut que ce soit des personnes qui soient formées, notamment au groupe de compétences, pour pouvoir justement pouvoir revenir avec les patients sur ces compétences, entre autres, et puis l'apprentissage aussi de comment comment on en vient à avoir ce type aussi de compétences pour pouvoir mieux les prévenir. Les consultations téléphoniques, donc on laisse la possibilité à une personne de pouvoir appeler le professionnel ou une équipe de professionnels pour quand elle est en difficulté, quand elle est en crise, pour quelque ce soit la raison, que ce soit l'envie de consommer, un fort craving, l'envie de s'automutiler ou de se suicider, appeler un professionnel pour pouvoir faire face à ces crises. Et la supervision des thérapeutes, et moi je trouvais ça plutôt chouette que l'INEAN ait pensé à ça, parce que ça fait partie de la TCD. Alors vous voyez bien qu'avec ces 4 composantes, c'est pas si simple de la mettre en place dans les services, quels qu'ils soient, que ce soit en psychiatrie ou en addicto, parce que ça demande énormément de temps et d'énergie. Toutefois, on peut pouvoir commencer à au moins mettre en place l'entraînement au groupe de compétences, même si effectivement on peut moduler la consultation téléphonique. Maintenant, il y a de la TCD qui est adaptée, même d'ailleurs pour des personnes qui sont formées à la TCD en libéral. Il y a même des ouvrages en anglais sur le sujet et dernièrement un article en français, je ne sais plus l'auteur, mais qui est sorti le mois dernier, je crois, sur la TCD en libéral. Donc il y a des aménagements qui sont possibles, mais j'ai envie de dire une vraie TCD, c'est ça. Alors, les 4 groupes de compétences de la TCD, donc il y a la pleine conscience, qui n'est pas de la méditation. Je trouve que c'est super important ça aussi, et c'est pour ça que j'apprécie aussi de pouvoir pratiquer la TCD, c'est que la méditation, pour bon nombre de patients, c'est inaccessible. C'est beaucoup trop anxiogène, c'est impossible de mettre en place de la méditation dans leur vie. Et donc du coup, la TCD, c'est pas ce qu'on va chercher, c'est pas ce que les gens y méditent tous les jours. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup de patients qui ont en fait une méconnaissance de ce que c'est que la méditation. Je médite pour me sentir bien. Alors ça, c'est après quand même de longs temps de pratique. Donc c'est plutôt là apprendre à être dans le moment présent. Et plutôt par des actions, apprendre à se poser. La régulation des émotions, qui est le module, je dirais, qui est souvent le plus apprécié par les patients, puisqu'on va leur apprendre des stratégies pour réguler leurs émotions. La tolérance à la détresse, donc là c'est quand il y a des moments qui sont
très fort au niveau émotionnel, et bien comment on peut travailler cette tolérance à cette détresse. Donc, et le sentiment d'efficacité personnelle, je termine ça, puis après je vais peut-être les catégoriser vis-à-vis de la dialectique de ce que je disais tout à l'heure. Et le sentiment d'efficacité personnelle, alors ceux qui pratiquent les TCC, il y a une grosse composante d'affirmation de soi. Donc on va entraîner les personnes à s'affirmer. Alors il n'y a pas que ça, puisqu'on va aller regarder aussi quelles sont la qualité des relations avec les personnes. Alors, les personnes addictes, c'est très intéressant parce qu'on va aller regarder qu'est-ce qui m'aide à maintenir finalement aussi des comportements addictifs. Voilà, si je reste avec que des amis qui consomment énormément, voilà, qu'est-ce qu'elle m'apporte, voilà, on va aller regarder la qualité aussi des relations. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de acceptation et de changement. Donc, tout ce qui est à gauche, finalement, pleine conscience et tolérance à la détresse, et ce qu'on va travailler, c'est l'acceptation. Et la régulation des émotions et le sentiment d'efficacité personnelle, ça sera plus au niveau des choses à changer. Alors, pourquoi la TCD en addicto ? Alors, très très rapidement, Linehan, elle a travaillé sur la dépendance aux opioïdes, aux opiacés, parce que les troubles de la personnalité borderline pouvaient être de forts consommateurs. Donc, dès le début, en fait, c'est quelque chose qui est apparu. Alors, vous avez vu, je vous ai mis des références en anglais, puisque la TCD est très, très répandue à l'étranger, encore peu en France, mais ça vient. Et donc, il y a tout un tas d'ouvrages qui parlent de la TCD en addicto, en anglais, que je vous encourage à lire, parce que c'est passionnant. Et il y a un programme en particulier qui s'appelle DBTISU, donc pour les utilisateurs de substances psychoactives, en gros, qui a été créé, dont laquelle je me base aussi. Et puis, voilà, ce qu'a rappelé M. Delis juste avant, c'est qu'en fin de compte, les stratégies de régulation des émotions sont quand même pas toujours très adaptées chez les personnes qui souffrent d'une addiction. Donc, pour moi, la TCD a toute sa place en addicto. Qui plus est, les comorbidités étant plutôt la règle plutôt que l'exception. Enfin, moi, clairement, ça fait une quinzaine d'années que je travaille en addicto. Le patient qui n'a aucune comorbidité psychiatrique, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, ça n'existe pas. Alors, j'ai un biais, certes, j'ai travaillé en SSRA, je travaille en XAPA, et que certainement que dans ces lieux de soins viennent les personnes qui ont les addictions les plus sévères. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui travaillent en addicto, la psychiatrie fait partie vraiment du travail, même si ce n'est pas forcément reconnu ailleurs. Alors, comment j'ai organisé les groupes de compétences au XAPA de Rezé ? C'est des groupes d'une durée d'1h30, avec 8 patients maximum. On est 2 à co-animer ces groupes-là. Ce sont des groupes fermés. Alors, je m'entends, c'est-à-dire que les 4 groupes se défilent. Donc, vous verrez après, il y a une diapo, mais il y a un nombre de séances pour chaque module. Donc, ils peuvent participer à 1 module, 2 modules, 3 modules, 4 modules. L'idée, c'était de laisser la liberté aux personnes de pouvoir s'inscrire là où elles avaient besoin, en fonction de ce qu'elles estimaient avoir besoin à ce moment-là de leur vie. Il y a des exercices, c'est TCC, donc il y a des exercices et de l'expérientiel en séance et des exercices à faire entre chaque séance. Des supports écrits sont donnés, d'ailleurs que vous avez accès sur Internet assez facilement. Si vous tapez fiche manuel TCD, vous allez les trouver en accès assez gratuit. Et les conditions d'accès, ce sont des personnes qui souffrent d'un trouble concomitant, donc d'avoir une addiction et un trouble psychique, quel qu'il soit. Donc c'est plutôt des groupes qui sont transdiagnostiques, mais avec la porte d'entrée de l'addiction. Donc pour l'instant, on a d'ailleurs beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes en majorité. On a, je dirais, peut-être la moitié pour l'instant qui souffrent d'un trouble de la personnalité borderline parce que ce sont des personnes qui cherchent à participer à ce type de thérapie. Mais on a aussi des patients qui sont bipolaires, qui ont des troubles anxieux, des troubles de la personnalité évitante, tout un tas d'autres diagnostics. Et puis bien évidemment, il y a un entretien préalable pour entre autres signer un contrat. Là aussi, c'est TCC. Donc on signe un contrat d'engagement avec un nombre d'absences autorisées. Et qu'est-ce qu'on fait en cas d'absence ? Qu'est-ce qu'on met en place avec le patient pour qu'il puisse revenir ? Ses engagements à nous aussi, et puis ses engagements à lui. Et je vous ai mis la petite affiche que j'avais faite pour qu'on met dans les salles d'attente et qui est diffusée
Voilà, donc oui, voilà, je vous ai mis le nombre de séances qui est mise, mais parce que je les ai aussi pratiquées en SSRA, pas qu'OXAPA. Et du coup, on avait un temps limité en SSRA d'hospitalisation. Mais là, en XAPA, j'ai gardé les mêmes nombres de séances, mais au final, je vais les augmenter, je pense, l'année prochaine, parce que les personnes étaient assez engagées. Donc, je pense qu'on va pouvoir se permettre d'augmenter à 6 ou 7 séances pour celles qui étaient à 5 et pleine conscience à 4. Alors, je vous ai reparlé des modules pour rentrer un peu plus précisément dans le contenu. Donc, je vous ai remis les objectifs de la pleine conscience. Alors, c'est les grands objectifs. Hein. Voilà, mais c'est les objectifs que l'INEAN a marqués, qui sont un peu ambitieux, ils sont marqués comme ça. Mais c'est quand même ceux qui sont visés. Donc, on va travailler ce qu'on appelle l'esprit éclairé. Donc, peut-être mettre la diapo d'après. L'esprit éclairé, c'est pareil, c'est être dans cette dialectique, hein, être entre deux extrêmes, parce que parfois on peut être beaucoup dans l'émotionnel et que nos comportements soient dictés par l'émotionnel, ce qui n'est pas toujours une bonne idée, nous en avons tous fait l'expérience. Et nous avons aussi un esprit rationnel, mais qui peut parfois nous éloigner de ce qui est important pour nous, de nos valeurs, de ce qui nous touche. Donc c'est bien le rationnel, c'est bien l'émotionnel, mais pas dans les extrêmes. Et l'idée, c'est d'aller chercher ce que l'INEAN appelle la voie du milieu, l'esprit éclairé. On peut passer à la diapo suivante. Dans la régulation des émotions, on va travailler sur les mythes et puis sur les modèles sur les émotions. Et c'est là où moi j'utilise aussi des théories issues du psychotrauma, puisque bon nombre de patientes et de patients qui sont inclus dans ces groupes peuvent avoir des antécédents de trauma. Donc j'y inclus aussi ce qu'on appelle les fenêtres de tolérance pour ceux qui travaillent avec le psychotrauma. Repérer et nommer les émotions, ce qui n'est pas toujours gagné. Hein. Et puis, il a fallu faire une sélection de certaines stratégies, puisqu'il y en a plus que ça. Mais en gros, l'idée, c'est que vérifier les faits, travailler sur la résolution de problèmes, et puis réduire la vulnérabilité, avec tout un tas de techniques simples, mais efficaces. Alors, et au niveau de la tolérance à la détresse, c'est pareil, il a fallu faire des choix. C'est pour ça que j'ai très envie d'augmenter le nombre de séances. Et puis la particularité, c'est que on a une séance qui est réservée à comment gérer un craving, hein, parce que les patients peuvent avoir des cravings très importants. Et du coup, on va utiliser les techniques de la TCD à la mise en place. Comment on peut gérer un craving. Et au niveau du sentiment d'efficacité personnelle, alors il y a beaucoup d'acronymes, je ne sais pas si on dit comme ça, dans la TCD. L'idée, c'est par exemple la deuxième séance, c'est efficacité centrée sur l'objectif. Le D, par exemple, c'est apprendre à décrire ce qui se passe, la situation, de pouvoir après dire ce qui est important. Enfin voilà. Je vois que le temps passe. Et quelle efficacité? Alors, c'est d'une évidence que pour le trouble de la personnalité borderline, la TCD est efficace. Ça, je crois que maintenant, c'est un peu... c'est dit. Par contre, pour que les groupes, puisque là, moi, j'ai mis en place pour l'instant que les groupes, au départ, l'INEAN, jusqu'en 2007, elle considérait que c'était, en gros, pas la peine du tout de mettre que les groupes en place, que ça servait à rien. Elle avait un discours assez rigide dessus, mais depuis, elle a changé d'avis. Et d'ailleurs, c'est quand on va se former à la TCD, en tout cas moi, quand je suis allée me former à la TCD, on nous encourage à mettre en place les groupes de compétences, parce qu'il y a de plus en plus d'études qui sortent sur le fait que oui, c'est faisable et que oui, ça peut avoir une efficacité, certes moindre qu'une TCD pure, mais quand même une efficacité. Et puis, il y a quelques études, très très peu, au niveau de la TCD en addicto, mais qui sont quand même prometteuses. Mais vu que du coup, on a les borderline et que c'est efficace avec eux, je me dis que c'est juste que ça n'a pas été adapté en addicto, mais on sait d'avance qu'on fait des trucs vachement bien. Et la suite, parce que moi j'ai plein de projets, ça fait pas très longtemps que je travaille en XAPA. La suite, comment ?
Non, c'est ça. Moi, la semaine dernière, je suis allée me former à la TCD avec les adolescents et leurs familles. Donc forcément, j'ai très envie de mettre ça en place aussi, puisque au XAPA où je travaille, on fait des consultations jeunes consommateurs, CJC. Je suis également à la recherche d'un partenariat avec la psychiatrie sur Nantes. Voilà, j'ai déjà des petits contacts qui ont été pris, puisque moi, ce que j'aimerais, c'est, dans mes grands rêves, c'est qu'on monte une unité TCD sur Nantes, mais avec la psychiatrie et l'addicto. Hier, je suis allée à une intervention hyper intéressante de Grenoble, qui ont monté un groupe de TCD, enfin qui ont muté la TCD, mais par exemple, enfin voilà, c'est marqué, il fallait venir à ces groupes sans substance. Ben voilà, on exclut les 3/4 des patients addicts. Et ça, ben non, ça c'est pas possible. Moi, j'accepte que les patients y viennent sous substance, parce que sinon on peut pas les voir. Enfin, on exclut. Il faudrait d'abord régler le problème, puis après, alors que ça fait partie, ça peut être une solution. Donc, bien évidemment, dans le contrat, ils ont l'obligation de ne pas venir, saoul, hein, enfin voilà, ou sniffer la cocaïne juste avant l'entrée du groupe. Mais en fait, s'ils ont fumé, s'ils ont bu, moi j'ai des patients qui viennent et qui ont consommé de l'alcool, ça se sent, hein, ils ont la laine, hein, on sent bien. On peut même se dire, je sais ce qu'ils ont consommé, et qui ont fumé juste avant, qui ont même pris, parce que moi le groupe est à 13h, donc c'est pas possible, enfin c'est une demi-journée, et il y a certains patients, c'est impossible de leur demander de ne pas consommer le matin, voire même parfois juste avant, parce qu'un verre d'alcool va permettre de baisser l'anxiété pour pouvoir parfois venir en groupe. Voilà, donc effectivement en addicto, je pense qu'on est peut-être plus prêt à travailler avec ces patients parce qu'on les reçoit en individuel de cette manière-là. Peut-être qu'en psychiatrie, c'est peut-être enfin, j'imagine qu'ils reçoivent les venez quand même, mais c'est vrai que c'est pas du tout des critères d'exclusion enfin, venir sans substance. En addicto, on leur demandera jamais ça, enfin, je pense. Sauf peut-être des groupes de maintien de l'abstinence. Voilà. Et il y avait autre chose juste avant. Et s'il y en a qui font de la TCD en addicto, je suis intéressée pour faire des groupes d'intervision. Voilà. Et il y a quelqu'un d'autre dans le Nord, à Boulogne, qui fait ça aussi. Donc on est déjà 2, mais on est preneur d'autres personnes. Merci beaucoup. Alors on a atteint l'horaire. Peut-être une seule question, bien choisie, bien triée sur le volet, qui se sent poser la question essentielle. C'est pas une question, mais merci beaucoup pour cette intervention remarquable. On va essayer de promouvoir cette approche un peu partout. Et juste un mot, mais ça fera plaisir à Olivier. Tu disais que Marsha Linehan avait fait son coming out, effectivement. Mais c'est pas un coming out anodin, parce que la nommée Marsha, au début des années 60, elle a été enfermée en hôpital psychiatrique pendant plusieurs mois, plusieurs années. Elle a eu droit à des électrochocs, elle a eu droit à des traitements neuroleptiques, elle a eu droit à l'artillerie lourde parce qu'elle était suicidante répétitive, se mettait en danger. Et puis au bout d'un moment, épuisée, ils ont fini par la lâcher. Et c'est là qu'a commencé sa trajectoire avec son rétablissement personnel. Mais donc c'est bien une ancienne qui finalement a créé ce champ-là, comme on le voit en addicto en fait. En tout cas, je voulais vous remercier tous d'être venus, d'être restés, et puis nos orateurs, parce que vous avez vu, on a appris plein de choses. On a eu des réflexions philosophiques de haut niveau sur le rétablissement, des données scientifiques pointues, et puis pouvoir mesurer en fait l'intersectionnalité qu'il y a entre nos pratiques dans le champ du rétablissement, l'extension du champ du rétablissement et de la réhabilitation psychosociale, c'est-à-dire de nouveaux territoires, les troubles borderline, le traumatisme. On n'a pas fini, mais on est aussi là pour mesurer ce qui est accompli et ce qui reste à accomplir, et qu'il y a dans la suite de nos travaux la place à faire, en tout cas pour une collaboration avec le champ des addictions. Voilà, merci et bonne continuation.